Bien, nous reprenons donc cette journée d'études consacrée à Girard et Derrida. Et nous allons écouter d'abord un exposé de François-David Sebag, qui est donc à ma droite, professeur de philosophie contemporaine à l'Université technologique de Compiègne et directeur de l'unité de recherche COSTEC, Connaissance et Organisation des systèmes techniques. Donc, François-David Sebag a publié de nombreux ouvrages et articles, parmi lesquels je citerai donc L'épreuve de la limite, Derrida, Henri, Lévinas et la phénoménologie aux presses universitaires de France en 2001, Lévinas, Ambiguïté de l'altérité des belles lettres 2000, et Usage contemporain de la phénoménologie avec Jean-Michel Salansky, Sens et ton cas 2008. Et alors François-David Sebag va nous parler va prononcer une conférence sur le sujet suivant, d'une différence à l'autre, Girard et Derrida. Tu as la parole. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour m'avoir convié à cette discussion autour de Girard et Derrida. Vous n'entendez pas. Dans le micro, carrément. Dessus, voilà. Voilà, comme ça. Ah oui, très, très près, d'accord. Oui, il vaut mieux que... Voilà, surtout que je prends cette conférence de début d'après-midi, le début d'après-midi étant toujours un petit peu critique, donc j'espère ne pas trop vous endormir. Et donc cette conférence, je la fais à la suite d'une autre conférence faite à l'invitation de Benoît Chantre déjà sur Lévinas et Girard, où j'avais traité précisément de la question de la différence, qu'il pouvait y avoir quant au statut de la notion même de différence entre Girard et Lévinas. Et c'est au fond cette même question de la différence quant au statut de la différence que je voudrais cette fois essayer d'instruire à propos de Girard et Derrida. Ça fait un petit peu en quelque sorte deux exposés jumeaux, celui que j'avais fait autour de Lévinas, Girard autour de la différence, et cette fois Derrida, Girard autour de la différence. Alors, deux exposés jumeaux, j'espère que ce ne sera pas de trop mauvais augure dans ce contexte girardien. Alors, quant au statut de la différence chez Girard, il m'est apparu marqué par les traits suivants, que je dégage essentiellement à partir de la violence et le sacré. Il me semble que chez Girard sont coefficientés négativement deux figures de la violence qui sont deux manières de perdre ou de dissoudre la différence. D'abord et fondamentalement, l'indifférenciation à laquelle peut mener précisément, deuxième figure de la violence comme perte de différence, à laquelle peut mener donc la rivalité mimétique, symétrie et ou réciprocité, toujours en chemin vers l'identité du même. Il s'agit donc toujours, chez Girard, en dépassant la crise sacrificielle, je dirais, de rétablir la bonne différence. Et je nomme ici bonne différence la différence interne, celle qui différencie suffisamment un groupe humain, une société, pour qu'en elle, les différents éléments la constituant s'articulent. Mais il ne s'agit en aucun cas pour René Girard, et c'était une des choses que j'avais dégagées, qui m'avait en tous les cas retenu dans la confrontation avec Lévinas, il ne s'agit en aucun cas pour Girard d'une ouverture vers le tout autre, vers une différence non récupérable. Et on peut même supposer que chez Girard, une telle différence non récupérable, qui ne serait pas interne, jamais internalisée à l'intérieur du même, mais qui serait pure ouverture sur une extériorité, on peut donc penser qu'une telle différence serait par Girard, considérée comme proche de l'indifférenciation. Trop de différence reviendrait à pas de différence. Et on peut noter au passage qu'on trouverait d'ailleurs dans Lévinas de quoi conforter ce diagnostic. Même si précisément cette connivence serait chez Lévinas
pensé de manière ambivalente et au bout du compte connoté de point de vue de manière positive. Je pense à la proximité chez Lévinas entre l'ilia, qui est être indifférencié, indéterminé, et l'efficacité de ce qu'il nomme l'illéité, qui est effectivement l'interpellation par une extériorité radicale, qui dans leurs effets sont décrits de manière extrêmement proche. Je laisse cela de côté pour me recentrer sur ici ce que je voulais dire de Girard. À bien des égards, chez Girard, l'expulsion du bouc émissaire, puis le rituel, rétablit la bonne différence dans le groupe en marquant, en tranchant une différence nette avec une extériorité pure. Qu'en est-il chez Derrida ? Parmi les traits de signification de la notion de différence avec un A, je ne peux évidemment pas dire tout ce qu'il y a à dire, puisqu'on ne peut pas de toute manière, mais enfin, de la différence avec un A, mais je vais retenir un trait, à partir de l'écriture de la différence, ou même qu'on trouve dans la pharmacie de Platon. Il y a ceci. La différence diffère sans cesse d'elle-même. Il n'y a donc pas de différence pure. C'est paradoxalement en radicalisant la notion même de différence que Derrida en vient à tenir qu'il n'y a pas de différence pure, nettement identifiable, tranchée. Toute différence va différer d'elle-même. Ce qui n'est pas, ça c'est un point qui me semble important, je le dis rapidement, mais c'est un point important, et ce qui n'est pas sans implication quant au statut comparé de l'intact, du pur d'une part, et de la contamination de l'autre dans la pensée derridienne. J'évoquais l'écriture à la différence pour venir vers des textes plus récents, enfin, ou plus tardifs dans son œuvre. On peut se rapporter ici à Foi et Savoir. Et très précisément, chez Derrida, si la différence est la différence, alors l'accueillir comme telle revient à assumer, paradoxalement mais en toute conséquence, pour reprendre une manière de parler derridienne, le toujours déjà de la contamination. S'il n'y a pas de différence pure, penser et tenir bon sur la différence, c'est du même mouvement, penser et tenir bon sur la contamination. Toujours déjà, donc, il n'y a pas la propriété, le propre, le pur, l'intact. Et au fond, du point de vue derridien, c'est la conjuration de la contamination qui sera la violence même. Au fond, on pourrait dire que d'un point de vue derridien, la description de la violence, c'est décrire l'expulsion de l'autre contaminant. C'est ça la violence. La violence, c'est rétablir ou établir la frontière entre le pur et l'impur. C'est la purification. On voit donc, à partir de ce premier moment, qu'on joue quasiment, je dirais, à front renversé par rapport à la manière dont Girard décrit la séquence indifférenciation, différenciation, purification. Précisément, il me semble, pour le dire de manière sans doute trop sommaire et trop peu subtile eu égard au texte, mais enfin, il me semble que la crise sacrificielle et son dépassement dans l'expulsion ou le meurtre du bouc émissaire, puis dans la seconde substitution, dans celle du rituel, vise à rétablir une différence. Et une différence, premièrement, une différence qui possède deux caractéristiques. Premièrement, elle est différence interne au groupe. Il s'agit de casser les mauvaises ressemblances entre frères, toujours trop jumeaux, entre rivaux mimétiques en général. Et deuxièmement, cette différence purifie, éloigne l'élément perturbateur, l'expulse. Elle expulse l'élément qui contamine et produit la confusion, ou ce qui vaut pour lui. Elle rétablit ainsi donc, ou établit, la pureté et l'étanchéité entre le groupe et les forces qu'il faut maintenir séparées, les forces qui produisent la confusion, les forces indifférenciantes, si je puis dire, les forces qui perdent la différence. Le sacré, comme cette séparation. Il y a donc ici, au fond,
du même geste deux différences qui sont marquées, ou me semble-t-il, la même différence qui se déploie, hein, qui se distribue selon deux moments, redifférenciée de manière interne au groupe en marquant une différence nette dans un geste d'expulsion entre un dedans et un dehors. Mettant au jour les raisons du sacré et paradoxalement la raison pour laquelle ce qui s'y joue doit rester caché, rivalité mimétique et recouvrement de l'origine, bouc émissaire et substitution, René Girard, en un sens, confirme la structure du sacré et en assoit la validité, la nécessité et la légitimité, là où précisément Derrida en interroge l'axiomatique impensé, ou de moins ce qu'il tient comme tel, hein. C'est-à-dire différence pure, privilège de l'intact, du propre, du bien différencié. Girard identifie le rétablissement de la différence pure, la frontière qui fait le sacré, qui est du même mouvement rétablissement des différences internes, comme cela même qui conjure la violence. Là où, au fond, Derrida, je dirais presque à l'inverse, identifie le geste de trancher la frontière, de la rendre nette et la plus infranchissable possible, afin de produire de l'intact, du propre, et qui se redouble à l'intérieur du groupe, pas de frères jumeaux, pas de figure de la confusion possible, là où Derrida, donc, identifie ce geste, au fond, comme la violence même. Sans doute est-ce la raison pour laquelle, mais d'autres, on en a déjà parlé ici et on en reparlera sans doute et mieux que moi, Girard et Derrida se rapportent fort différemment au pharmakos et au pharmakon, même si Girard cite de manière laudative, hein, la pharmacie de Platon dans La violence et le sacré. Si Derrida rappelle que le pharmakos, en un sens, ne peut qu'être exclu ou mis à mort, il insiste surtout sur les raisons pour lesquelles le pharmakos est ainsi rejeté. Ce dernier est l'ambivalence et l'ambiguïté même. Mélange, il faut dire mélange avec des guillemets très forts, puisque mélange précédant toute pureté des pouvoirs supposés bénéfiques et maléfiques. Comme on sait, l'ambivalence est première. Raison pour laquelle le pharmakos est lui aussi, lui d'abord, dangereux. Mais d'un point de vue derridien, me semble-t-il, la violence consistera toujours à ne pas assumer cette ambivalence, fût-elle le danger même, à vouloir la neutraliser et l'expulser pour purifier et défaire les dangereuses confusions. Sans doute en forçant le trait et en étant sans doute trop caricatural, mais enfin il me semble qu'il ne serait pas faux de construire un dispositif où on pourrait dire tenir en soi le pharmakos, le pharmakon, comme ce qui défait tout soi pur, comme l'impropriété même, ça c'est Derrida, versus expulser le pharmakos et trouver la substitution qui permettra de rejouer ce geste dans le rituel. Derrida versus Girard. Telle est la reformulation de la différence sur la différence vers laquelle cet examen m'a porté. Je voudrais un instant, dans ce débat, dans cette confrontation Derrida-Girard autour de la différence, faire résonner l'autre confrontation, Lévinas-Girard, autour de la différence. Dès lors que, comme on sait, par ailleurs, il y a eu un lien particulièrement fort entre Derrida et Lévinas, ce que Lévinas appelait le contact au cœur d'un chiasme. Donc la différence entre Derrida et Girard, en faisant intervenir pendant un instant dans mon propos la question de la différence entre Lévinas et Girard. L'un des acquis de ce précédent parcours dans Lévinas et Girard était le suivant. Lévinas veut désigner l'ouverture sur une différence radicale, épreuve de l'interruption radicale de toute immanence, et surtout pas, je dirais, le rétablissement de la différenciation interne. Ça, ce n'est pas du tout l'objet ou le propos de Lévinas. Il faut noter cependant que, comme chez Girard, on peut lire chez Lévinas
l'exigence d'une non-contamination. Et je cite un morceau de phrase bien connu, issu d'Autrement qu'être, l'exigence formulée par Lévinas d'un Dieu non contaminé par l'être. Le saint comme pur, comme non contaminé, comme préservé. Par où d'ailleurs ce fil précis, parce que le rapport évidemment entre Lévinas et Derrida est extrêmement complexe, mais par où ce fil précis du texte lévinassien aura toujours éveillé une certaine méfiance du Derrida déconstructeur d'une axiomatique implicite, déconstructeur de l'axiomatique implicite du propre, du pur, déconstructeur de la promotion de cette axiomatique et promoteur de la contamination à l'origine, par où il n'y a pas d'arché, par où il n'y a pas de pureté d'origine. Donc finalement, Derrida, au fond, aurait, là je le ventriloque un petit peu, alors je vais dire du point de vue derridien, on pourrait formuler une méfiance à l'endroit du geste girardien qui serait un peu similaire à celle qu'on peut trouver à l'endroit de Lévinas sur ce thème précis de la contamination, puisqu'on a très clairement chez Derrida une pensée de la contamination originaire et dans des manières très différentes, je vais y revenir, quand même une attention aux non contaminés, une exigence de purification qu'on peut lire de manière très différenciée, bien sûr, chez Girard et chez Lévinas. Il y a ici, me semble-t-il, un entrelac intéressant. D'un point de vue derridien, Lévinas serait sans doute, au moins dans sa recherche d'un Dieu non contaminé par l'être, vraiment sur ce point précis, et dans son exigence décrite comme exigence de sainteté, donc d'un point de vue derridien, Lévinas serait sans doute, comme Girard, pour ainsi dire, suspect de faire fond sur une axiomatique de la séparation, de la différence tranchée, de la pureté. Axiomatique qui, chez Girard, au fond, apparaît, affleure comme une donnée d'une anthropologie fondamentale, là où elle est commandée, elle serait commandée métaphysiquement chez Lévinas. C'est plus qu'un détail, cette différence, mais je ne m'y attarde pas. Et évidemment, je suis toujours obligé de dédire relativement ce que j'ai dit, au sens où bien sûr le rapport de Derrida à Lévinas est extrêmement complexe et que Derrida est extrêmement attentif au fait, par exemple, que ce penseur de la non-contamination, qu'est Lévinas, est aussi le penseur de la trace et de l'ambiguïté. Donc, le dispositif est extrêmement complexe. Mais je ne m'attarde pas sur ce point. Là, je disais finalement, Girard et Lévinas pourraient faire l'objet du même point de vue derridien, d'une espèce de suspicion quant à cette exigence de séparation comme non-contamination, ce qui rapproche, parce qu'il serait l'objet de cette suspicion commune, ce qui rapproche un peu de manière étonnante un certain Lévinas d'un certain Girard, mais il me faut immédiatement dire qu'il faut immédiatement réouvrir la différence entre Girard et Lévinas. Car la différence sur la différence quant au statut de la différence entre Girard et Lévinas est abyssale. Pour Lévinas, la différence comme telle n'est jamais interne à l'être. Elle se définit comme rupture de l'être même, différence entre l'anthropologue et le métaphysicien. Et si j'ai insisté plus haut sur cette idée que Lévinas et Girard avaient en partage au moins un certain niveau de description, l'exigence d'une différence tranchée, purifiante, il faut préciser cependant que le tranchant girardien n'entame pas, surtout pas, la continuité de l'être. Il différencie sur fond de continuité. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, j'avais été frappé par quelques pages dans H.V. Clausewitz où il disait « Mais moi, je suis du continu ». Où Benoît Chantre avait été, si je puis dire, chercher René Girard sur cette question d'un débat possible avec Lévinas, et où, sans doute, peut-être effectivement en n'ayant pas forcément beaucoup lu Lévinas, mais enfin où Girard identifiait très bien quelque chose quand il disait oui, mais enfin lui cherche le discontinu et moi je suis du continu. Et ça c'est dit comme tel, car effectivement je dirais que les différences auxquelles s'attache Girard sont
des différences sur fond de continu, à même le groupe humain, différencier les uns des autres, mais au fond, à même d'abord l'être humain, je dirais, puis l'être en général. Là où ce qui interpelle Lévinas, c'est le discontinu, c'est l'interruption de l'être même. Et c'est cette différence d'ailleurs, cette exigence d'interruption radicale, qui fait chez Lévinas la différence qu'on trouve chez Lévinas entre le sacré et le saint. Le sacré étant précisément, du point de vue de Lévinas, confusion entre immanence et transcendance. Séparation, mais séparation interne à l'immanence de l'être. Du coup, bien plus dangereuse de son point de vue que l'athéisme, puisque l'athéisme, lui, si je puis dire, fait place nette, libère, défait les sortilèges de l'être pour faire place nette pour l'interruption par la transcendance. Tandis que le sacré, du point de vue lévinassien, identifie mal la séparation, puisqu'il l'inscrit toujours dans l'être. Et à ce titre, il peut, du point de vue lévinassien, il est plus dangereux parce qu'il instaure la confusion, précisément, puisqu'il fait passer une interruption pour une autre. Il se fait passer pour le saint, c'est ça le sacré, c'est mal identifier le lieu de l'interruption et de la différence radicale. De ce point de vue, il y aura quand même différence sur la différence, important entre Girard et Lévinas, qu'on peut ici identifier comme différent entre le sacré et le saint. Alors je vous disais, je fais retentir un moment à nouveau cette réflexion sur Lévinas-Girard autour de la question de la différence dans cet exposé consacré cette fois à Girard Derrida autour de la différence, mais pour cette raison précise que, indéniablement, sur cette question précise, Derrida est absolument lévinassien. Le geste d'interrogation radicale, philosophique qui est le sien, le conduit à mettre en suspens, à interrompre l'être et sa loi. Loi de l'être qui, pour lui, est du côté de la propriété, du propre. Et de ce point de vue-là, la différence avec un A n'est pas sans rapport, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme même de le formuler comme ça, avec l'autrement qu'être. Il y a dans la différence formulée par Derrida avec un A une exigence d'incalculable et d'irrécupérable qui est tout à fait homologue à ce qu'exige Lévinas quand il veut penser l'infini ou l'autrement qu'être. Cela dit, il faut immédiatement préciser les choses et dire que ce contact entre Derrida et Lévinas se complique précisément au point où Derrida radicalise la différence comme contamination, là où, précisément, Lévinas la radicalise comme non-contamination. C'est un débat extrêmement compliqué que je laisse de côté ici pour me recentrer sur ce questionnement. Girard, Derrida, autour de la différence. Et pour terminer, je me contenterai de suggérer une implication décisive de la différence sur la différence entre Girard et Derrida, qui découle de la description que je viens de donner. On le sait, le sacré et la culture, selon Girard, ne contiennent et même ne retournent la violence contre elle-même que pour autant qu'ils sont au fond de même nature qu'elle. C'est une manière dont la violence est retournée contre elle-même, mais c'est la même étoffe. Or, très précisément, la différence derridienne, avec un A, en cela héritière de la trace lévinassienne, est rupture, discontinuité irrécupérable, incalculable. Ce qui, du point de vue de l'analyse de la temporalité, se dit de la manière suivante. Elle est toujours déjà trace, ou,
autre notion déridienne, architrace, qui peut vouloir dire, qui a plein d'implications, de significations, mais dont j'en sélectionne une ici, ça veut dire trace ne renvoyant jamais à une présence pleine en dernière instance. Donc elle est toujours déjà trace et ouverture d'un avenir incalculable. La différence, ainsi comprise, est une temporalité de la rupture et de la discontinuité. Dimension prophétique que Derrida retient de Lévinas. Si l'être est pure violence, et si, ce qui est une description lévinassienne, l'être c'est la guerre, si l'être est pure violence, et si dans l'être, la violence étend son règne de manière désespérante, la rupture de ce règne peut advenir, ne peut advenir et n'adviendra que comme absolue extériorité qui advient à ce règne de l'être. Je veux dire, ce n'est pas du sein de l'être et depuis les forces propres de ce qui se déploie dans l'être que la rupture, et si l'être doit être décrit comme violence, on ne produira jamais que de la violence. C'est-à-dire que les formes de paix qui seront produites dans l'être ne sont jamais que l'envers de la violence. Toute paix ne sera qu'une guerre froide ou que l'envers de la guerre. Bon. Donc, si paix il y a vraiment, cela ne peut venir que de l'extérieur de l'être, que comme interruption de l'être, sans qu'on puisse programmer ou contrôler cette interruption depuis le sein de l'être. C'est ça, c'est comme ça, hein, c'est ça l'idée qui est au fond de l'exigence prophétique telle que la recomprend Derrida. Par parenthèse, je dispose de combien de temps encore? 5-10 minutes? Plutôt 5, mais enfin, tu peux dépasser un peu. Non, mais 5 minutes, je devrais être dans les clous, si je puis dire. Par parenthèse, on voit je ne sais pas quoi en faire, mais m'est apparu que très clairement, effectivement, on voit dans toute la description girardienne et dans toute la description d'une expulsion. Il faut faire sortir, expulser le bouc émissaire, construire une frontière entre un dedans et un dehors par un mouvement qui, depuis l'intérieur, va faire sortir un élément perturbateur, un élément de confusion, etc. Ça, c'est une manière d'assurer la paix. Et on voit très bien que là, décrit à un autre niveau, chez Lévinas, et chez Lévinas tel qu'il retentit dans Derrida, Derrida reprenant cette idée du prophétisme, il y a bien quelque chose d'un rapport à une extériorité, mais il ne s'agit pas depuis un mouvement, depuis l'intérieur, de faire sortir ou d'expulser, mais il s'agit de réussir à s'ouvrir à une extériorité qui advient du dehors. Et que c'est ça, sans doute, un point clé, un point intéressant. Mais je ferme cette parenthèse. Si on reprend la description ici, si la paix vient, et d'abord si la paix peut venir, c'est en tant qu'elle fait effraction depuis l'extérieur de l'être. Cet espoir, qui ne peut surgir que comme impossible, alors toujours cette rhétorique derridienne, ça veut dire quoi? Au sens d'impossible à construire par nos propres forces depuis le sein de l'être. Derrida le pense donc dans le cadre de ce qu'il nomme messianité ou messianicité sans messianisme, ou encore messianisme sans messie, notion extrêmement compliquée que je vais ne faire qu'effleurer ici, qui est mobilisée dans différents textes, en particulier dans Spectre de Marx et dans Foi et Savoir. Alors, je dirais que par cette soustraction sans messianisme, il s'agit certes pour Derrida de décrire ce qui vaut pour la croyance et la promesse en général, indépendamment de telle ou telle religion positive, de dégager, on pourrait dire comme ça, philosophiquement, comme une structure anthropologique et ontologique, et même méta-ontologique. Mais pas seulement, il s'agit surtout, je pense, et c'est le point le plus important, de souligner que la messianité n'a d'efficace messianique qu'à sans cesse réouvrir la différence, qu'à toujours interrompre à nouveau, qu'à ne jamais remplir une fois pour toutes la place vide. Il ne faut pas remplir le lieu du Messie. Il ne faut pas identifier. Il ne faut pas mettre une présence
déterminée dans cette place vide. C'est, dans sa description, la seule manière dans laquelle il y aura réouverture. Ce vide étant possibilité de réouvrir sans cesse. Et là, peut-être voit-on affleurer une nouvelle, ou un nouveau visage de la différence d'avec Girard. Girard, dans son dernier moment, celui du tournant apocalyptique, se confronte bien, me semble-t-il, à une problématique homologue. Le Christ a vendu la mèche, le subterfuge du sacré, donc le subterfuge du sacré pour contenir la violence n'avait d'efficace que caché. Le Christ, en se révélant, en se donnant comme victime absolument innocente, évente la mèche. L'on passe dès lors, donc ce mécanisme ne peut plus fonctionner. On passe donc dans un temps linéaire, irréversible, qui ne peut que monter aux extrêmes. L'interruption pointe, mais là, sous un jour apocalyptique. Cela dit, le salut, dès lors, vient du Christ, dans la description girardienne, de ce dernier Girard, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est là que Girard reste du côté de la continuité. J'ai été frappé par cette phrase, donc dans le dialogue avec Benoît Chantre, où il dit l'imitation du Christ, puisqu'il s'agit maintenant d'imiter le Christ, l'imitation du Christ est une mue interne du mimétisme. C'est bien depuis le règne de l'être et de l'organisation de l'humain, décrite sous la loi du mimétisme, c'est bien depuis ce règne que, dans une espèce de moment d'intensité particulière, il y a une dernière mue qui doit s'effectuer. Mais c'est une mue interne du mimétisme. Il me semble qu'à certains égards, chez Girard, finalement, le salut, puisque chez lui c'est une problématique du salut, du coup, provient du sacré. C'est une manière de s'arracher au sacré, puisqu'il ne fonctionne plus, mais qui provient de lui. Ce en quoi ce n'est pas vraiment, ou même pas du tout, la sainteté, ou le prophétisme, ou la messianité sans messianisme, c'est-à-dire que c'est tout autre chose que l'interruption selon ce que je vais appeler ici, de manière un peu cavalière, Lévinas-Derrida, puisque j'ai construit une espèce de figure de pensée en repérant dans Derrida l'efficace d'un moment de pensée lévinassienne. Et il y aurait matière à réouvrir encore une ou deux perplexités, mais je vais conclure ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons, comme ce matin, enchaîner directement sur la seconde conférence, en réservant la discussion pour la fin de la seconde conférence et de faire en sorte que le public puisse s'adresser aux deux intervenants. Donc maintenant, je devais donner la parole à Emanuele Antonelli, de ma gauche, qui est docteur en philosophie et sciences sociales à l'Université de Rome Tor Vergata, et qui est auteur donc d'un livre paru à Turin en 2011 qui s'intitule, en italien, vous pardonnerez, La creatività degli eventi, la créativité des événements, je suppose que c'est vrai, oui, René Girard et Jacques Derrida. Et de La mimésie e la traccia, la mimésie c'est la trace, contributi per un'ontologia della attualità, la contribution à une ontologie de l'actualité, Milan 2013. Donc Emanuele Antonelli est donc assistant à la chaire d'esthétique de l'Université de Turin et où il est titulaire d'une bourse de post-doctorat. Alors il va nous parler aujourd'hui sur le sujet suivant, donc Girard, 1972, Girard, Derrida et la disparition de l'extériorité. Vous avez la parole et le micro bien sûr. Je vais mettre la bouche dessus presque. Vraiment très Non, tu peux pas là. Comme ça, sur le menton.
Alors d'abord, je remercie Charles Amand pour la présentation et Benoît Chantre, qui est le vrai organisateur de ce colloque, qui est celui qui a rendu possible tout cela. Alors, mon titre est 1972, Gérard Derrida et la disparition de l'extériorité. Avant de commencer mon intervention, il me faudra avancer une petite prémisse, et c'est la suivante. Je vous prie d'imaginer la condition dans laquelle je me trouve en faisant partie de ce colloque, qui est celle de parler avec, après et même avant, ceux dont le livre m'ont appris la grande majorité des choses que je sais à propos de Gérard et de Derrida. Celle-ci n'est pas ou pas seulement une excuse, mais une prémisse méthodologique par laquelle je me prends la liberté de faire référence à une textualité mimétique générale, qu'on pourrait nommer théorie mimétique. C'est bien comme ça? C'est vraiment très très près. Alors, je disais, mon titre aussi, il est un prétexte, non pas en tant qu'excuse cette fois-ci, mais parce qu'il est une fausse référence. En 1972, René Girard publiait le deuxième volume de son excentrique trilogie, c'est-à-dire La violence et le secret, et Jacques Derrida republiait en 2 collections de disponibilité plus agiles les essais qui lui avaient déjà gagné une renommée internationale. La pharmacie de Platon, sorti quelques ans plus tôt sur la revue telle quelle, et le texte de la conférence La différence, respectivement dans la dissémination et dans la marge de la philosophie. Mais il est en 1971 que ce qui constituera mon vrai prétexte a lieu, c'est-à-dire le complexe de réforme des politiques monétaires connu sous le nom de Nixon Shock. Entre ces événements, aucune relation directe ne se donne, sauf la reconnaissance de la part de Girard, notamment dans La violence et le secret, de la perspicacité logique de son plus jeune collègue. L'analyse des travaux publiés jusqu'à cette date par nos 2 auteurs nous permet d'instituer une relation de complémentarité très riche que Andrew J. McKenna et aussi Eric Gantz ont très bien décrite dans leur livre. À son tour, l'inattendue coïncidence avec les occurrences qui conduisirent à l'effondrement du gold standard nous offre la chance de dénicher dans les plis de ces références croisées la clé d'un greffe supplémentaire. Mon but est de montrer que Girard peut donner à l'œuvre de Derrida autant qu'il peut en recevoir, et que les 2 pensées ensemble et unies, à l'aide d'autres références croisées que je vais vous proposer, nous offrent 2 chances de compréhension de notre temps encore plus grandes que si on les considérait en tant que telles, séparées. Le trait principal du Nixon Shock, que d'autres ont déjà approché à l'œuvre de Jacques Derrida, comme Jean-Joseph Gou, et la suspension, voire déconstruction du système de l'étalon or, c'est-à-dire de la convertibilité du dollar dans une quantité de métal précieux porteur de valeur. Même en tant que prétexte, cette expérimentation, comme Milton Friedman l'a définie en 1992, est intéressante du point de vue qu'elle est nôtre, ou bien la mienne, pour au moins 2 raisons. La présentation de ces 2 arguments, donc, c'est le corpus de mon texte, qui conduira à une tentative de réconciliation entre Girard et Derrida, mais aussi les postmodernes en général. Donc, tout d'abord, il y a un intérêt de type épistémologique. En nous invitant à concentrer notre attention sur les problèmes de la monnaie, il nous donne, le Nixon Shock, à voir à quel point les armes théoriques de Derrida sont encore pointues, même au-delà de ce que Derrida lui-même avait compris. Mais il est possible, voire évident, de les utiliser, surtout, sinon seulement, grâce à l'œuvre analytique critique d'un économiste qu'on pourrait, je crois sans erreur, dire girardien. C'est en fait chez André Orléans qu'on pourra comprendre, à la suite d'une analyse girardienne de l'origine de la monnaie, les traitements tout à fait métaphysiques, dans un sens parfaitement derridien, que la théorie économique, ce que les anglophones appellent economics, réserve à la monnaie. Je crois qu'une brève citation retrouvée par André Orléans pourrait suffire à y reconnaître, je le répète au niveau de critique de la théorie économique, du matériel à déconstruction, si on peut dire ça en français. Pour comprendre la vraie nature de la monnaie, Orléans nous invite à considérer la thèse qui est au fondement des approches classiques de la valeur, c'est-à-dire, par exemple, dans les mots de Schumpeter qu'il retrouve, et je cite, la procédure analytique pour laquelle non seulement on peut rejeter ce voile monétaire chaque fois que nous analysons les traits fondamentaux du processus économique, mais il faut le faire, à l'instar d'un voile qui doit être ôté lorsqu'on veut voir le visage qu'il recouvre. C'est pourquoi les prix en monnaie doivent céder la place au taux d'échange de marchandises entre elles, qui sont vraiment la chose importante derrière les prix en monnaie. Et c'est Schumpeter lui-même qui met les guillemets. Il est très intéressant, voire surprenant, de reconnaître dans l'argumentation d'Orléans, on ne sait pas combien consciemment,
la formulation du problème derridien du phonocentrisme. Schumpeter, dans les mots que je viens de citer, parle plus ou moins comme aurait parlé Tamus, ou comme parlent Platon, Rousseau ou encore Husserl dans les analyses de Derrida. Au moins pour l'économiste classique et néoclassique, au niveau de l'analyse théorique de l'échange et du processus économique, la monnaie n'est qu'un voile qu'il faut ôter pour mieux comprendre le pur processus économique. Au niveau pratique, c'est là donc que la monnaie ne serait qu'un instrument qui huile les trocs. On pourrait retrouver dans de nombreux travaux d'Orléans des considérations qui paraissent éclairées par l'œuvre de Derrida, même si ce nom, au moins à ma connaissance, n'apparaît jamais. Dans les récents L'Empire de la valeur, par exemple, Orléans note qu'il faut refuser la thèse hégémonique selon laquelle, je cite, « la valeur marchande puisse s'identifier à une substance comme l'utilité qui préexiste aux échanges. » Fin citation. Il est aisé de reconnaître en cette contestation l'inspiration girardienne, selon laquelle il n'y a pas de valeur autonome dans les objets de notre désir, donc pas d'utilité. Pour ce qui nous concerne, l'intérêt de cette thèse n'est pas seulement de refuser l'idée selon laquelle la monnaie n'est que le rôle d'instrument, mais d'y reconnaître, tout au contraire, la condition des possibilités de la valeur marchande elle-même, ou, comme le dit Orléans, de comprendre que, et je cite encore, la monnaie est première en ce qu'elle est ce par quoi la valeur marchande accède à l'existence. Toutes mes citations viennent de l'Empire de la valeur, jusqu'ici. La révolution paradigmatique, je dirais, poursuivie par Orléans, est analogue et même homologue à celle d'Héridien. La valeur ne vient pas avant la monnaie, c'est-à-dire le signifié ne vient pas avant le signifiant. Ni surtout, évidemment, peut venir sans. Autrement dit, précisément comme dans le cas fondamental du sens analysé par Derrida, la monnaie, prétendument secondaire et subordonnée à la valeur, se révèle indispensable à sa constitution. Elle se révèle, je le répète, ce par quoi la valeur accède à l'existence. Exactement comme dans le cas du signifiant, qui est ce par quoi le signifié peut exister. Donc surtout pas un voile. La présentation qu'Orléans nous donne de la théorie économique, au moins sur cet aspect déterminé, en fait donc une métaphysique. On pourrait proposer une analogie ou une métaphore pour éclaircir l'absurde que Orléans met au jour, selon laquelle l'échange des valeurs marchandes imaginées par les économistes, dites classiques au moins, a tous les traits de ce que, mutatis mutandis, dans la constellation sémantique, disons, derridien, on dirait une discussion télépathique. Donc une communication d'idées pures, évidemment, sans signifiant. On sait qu'en général et fondamentalement, la déconstruction vise à éclaircir l'absurdité de la mythologie blanche en tant que prétend pouvoir avoir accès à la dite présence pure. Ces philosophèmes se répliquent et se disséminent lui-même dans toute une série d'absurdités analogues. La plus grave, on pourrait dire, étant celle de la recherche d'une origine pure et déterminée. Grâce à Orléans, on peut aisément reconnaître dans la notion de valeur un des analogues de ces notions de présence pure, dans la notion des économistes néoclassiques des valeurs marchandes. Or, si au niveau épistémologique, la révolution paradigmatique qu'Orléans parraine sur des bases girardiennes se configure aussi comme purement derridienne, au niveau historique, et là c'est mon deuxième argument, elle nous offre la chance d'interpréter le Nixon Shock comme preuve de ce que dans la lettre à un ami japonais, Derrida disait de la déconstruction, c'est-à-dire qu'elle a lieu. Mais comme je dirai plus tard, il est à travers Girard que nous pouvons comprendre comment cela se fait que la déconstruction a lieu. Refuser l'idée d'une présence pleine et pure située derrière le signe, que ce soit un signe verbal, écrit ou monétaire, est justement ce que Nixon réalise entre août et décembre 1971. L'or n'est en aucun sens ni l'origine de la valeur, ni en fait même pas un vecteur préférable. Or, une petite précision. Il est important de noter que cela, comme d'ailleurs Derrida lui-même le notait il y a 10 ans dans une conversation avec Marcel Drach, entre autres, qui a été édité par Marcel Drach, au DRAC, ne revient pas à soutenir platement la cause de l'inconvertibilité tout court. Nier l'existence d'une origine spécifique et déterminée du sens ou de la valeur n'équivaut pas à nier la référence tout court. L'argument d'Orléans revient en fait à soutenir finalement une thèse sur laquelle Derrida aussi a longuement réfléchi, c'est-à-dire que la monnaie se soutient sur et donc se réfère toujours à une autorité, ou bien encore sur ou à une souveraineté. Tout comme Orléans, dont on se rappelle le livre important titré « La monnaie souveraine » avec Michel Alietta, Derrida dit, et je vais citer,
Cette autorité est elle-même un artefact, c'est elle-même un simulacre sur lequel une communauté se met d'accord à un moment donné dans l'histoire, forme un État-nation et a des procédures artificielles institutionnelles non naturelles. Il y a une monnaie qui s'appelle souverain, on produit un souverain. Eh bien, ce que je voudrais essayer maintenant est de reconstruire vitement les contextes historiques, ces moments donnés dans l'histoire, où une communauté s'est mise d'accord dans le passé pour donner vie à une nouvelle forme de souveraineté. Dans ce cas, une forme de relation monétaire. Ce que Nixon a fait en 1971 a en fait une longue histoire, mais non pas aussi longue qu'on le pourrait croire. En fait, on pourrait penser qu'une forme de convertibilité ait toujours été un acte, et il serait sans doute vrai, mais aussi imprécis. Dès la Renaissance, la monnaie fiduciaire, ou l'ainsi dite monnaie fiat, commence à être commune dans les échanges marchands et dans les opérations financières, ce qui veut dire que la monnaie en or, en métal, commence à ne pas être, disons, la monnaie principale. Cette monnaie fiat, qui paraîtrait représenter un changement épocal, ne fait en fait que rendre évident qu'en réalité, la monnaie a toujours été quelque chose de différent de l'or, c'est-à-dire essentiellement, comme le rappelle encore très bien Orléans, confiance. On se rappelle du texte « La monnaie entre violence et confiance ». À ce propos d'ailleurs, il suffirait de regarder les émissions d'informations dans ces mois innombrables de crise grecque où l'on lit souvent sur les frontons de banque les mots pistosi, qui en fait veut dire crédit, et qui a une évidente fraternité, disons, avec les mots pistis, foi. Or, ce que par exemple l'historien italien de la monnaie Massimo Amato a très bien expliqué dans ses recherches sur l'histoire de la monnaie, c'est justement la coupure violente et en certaines mesures évidentes que les événements majeurs du début du XVIe siècle signent. Avec la réforme protestante, 1517, et la fin, on pourrait dire, cohérente et de toute façon presque contemporaine de toute aspiration universaliste de l'Empire, avec l'abdication de Charles V d'Habsbourg en 1555, le vrai transcendantal, la structure idéale de référence de la vie des Européennes s'effondre. Il faut savoir en fait que les systèmes monétaires du Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle étaient bâtis sur l'ainsi dite monnaie imaginaire, dont la caractéristique essentielle, au moins pour nos intérêts, était d'être une monnaie dont le pouvoir émancipatoire était soumis au prince ou au roi, c'est-à-dire dont le pouvoir de rembourser une dette était objet d'une délibération souveraine. En tant que souverain, en tant que point de référence exogène, les princes pouvaient définir la mesure de l'accord entre créditeurs et débiteurs. Ces pouvoirs de décision étaient une prérogative du représentant de la communauté depuis au moins le temps de Solon, dont Aristote, dans la Constitution d'Athènes, rappelle la réforme monétaire Seisacteia, qui, dans la traduction française que j'ai contrôlée, est rendue par délivrance des fardeaux. L'opération de Solon était remarquable, mais pas unique. Au moins si on l'associe, comme le fait Amato, mais comme le fait aussi Keynes, à la fonction jubilaire de l'affaiblissement. C'est-à-dire, et pour faire un peu vite, en se référant au dicton talmudique bien connu, on peut être forcé à travailler pour payer la dette de ses parents, mais pas pour payer la dette de ses grands-parents. C'est-à-dire que la valeur, c'est, disons, l'inflation. Dès que l'écumène chrétienne et des territoires soumis, au moins en potence, à la souveraineté impériale se brisent, les points de référence inconcussum, je dirais, les symboles de la souveraineté transcendante, c'est-à-dire la pistis unique comme fondement de pistoseis, donc de crédit, l'or frappé, qui conservait le mythe politique de l'Empire, et je cite de Massimo Amato, s'écroule, ou autrement dit, perd sa condition d'exogénéité et d'extériorité. Avec une accélération, notamment au cours de guerres de religion, les processus qui amènent le prince à abandonner sa position de ens super partes constituent et ouvrent, à mon avis, la condition spécifique du baroque. René Girard nous a appris à lire Shakespeare comme théoricien de la crise du degré. Walter Benjamin nous a légué une interprétation du drame baroque, le Trauerspiel, qui résonne intimement avec la théorie mimétique. Selon Benjamin, le drame baroque, au moins celui allemand, témoigne d'un moment où la double sens de la royauté, celle du tyran et celle de la victime ou du martyr, revient à la surface, notamment à cause de l'indécidabilité qui est la vraie marque du sentiment baroque. Avec Dürer, dont la mélancolie
dont l'image au sentiment de suspension qui en dérive, Shakespeare a résumé dans un vers immortel la condition baroque, qui est le vers d'Hamlet, The time is out of joint. Or, Jacques Derrida aussi a dédié de nombreuses pages à l'analyse de ce vers, notamment dans Spectre de Marx. En feuilletant les différentes traductions françaises, Derrida nous offre le matériel suffisant, je crois, pour comprendre la condition baroque dans les termes d'une crise d'indifférenciation girardienne. Il cite une époque détraquée, à l'envers, déshonorée. Et c'est sur la traduction de Gide, cette dernière, déshonorée, qu'il se surprend à noter, et je cite, que cette traduction donne un sens apparemment plus éthique ou politique à l'expression out of joint, qui ainsi qualifierait la déchéance morale ou la corruption de la cité, le dérèglement ou la perversion des mœurs. Non pas par hasard, comme tout le monde le sait, Marcellus définit son temps et son état comme rotten, c'est-à-dire pourri. Si ce passage, le rapprochement de ce que j'ai nommé, condition baroque à la crise d'indifférenciation girardienne n'est pas illégitime, on ne se surprendra pas de retrouver dans une forme analogue du mécanisme mimétique ce qui vient fermer cette époque. Dans son livre sur Shakespeare, comme dans les autres, Girard reconnaît dans les œuvres du Bard of Avon la Urmärchen, la structure fondamentale de toute narration et de tout événement en fait, dans laquelle la fin d'un cycle culturel coïncide avec le début d'un cycle nouveau, à travers la violence collective envers un bouc émissaire. Or, mon hypothèse est que le processus mécanique, le mécanisme de genèse structurelle de la transcendance, dont le baroque en quelque mesure avait besoin pour terminer, et dont le temps en général avait besoin pour retrouver ses gonds, comme dans la traduction de l'Hamlet de Yves Bonfoy, ne se réalise pas, donc ce mécanisme ne se réalise pas en tant qu'expulsion d'une victime émissaire humaine, ni en tant qu'invention d'un processus de délibération, comme celui que Hobbes avait essayé de créer, non sans recourir à une logique qui Paul Dumouchel a montré avoir beaucoup à faire avec les mécanismes victimaires. Mais, je disais donc, le processus mécanique se réalise en tant que création, presque inaperçue, d'un nouveau standard commun, rendu indépendant de toute intervention arbitraire. En d'autres mots, et là, mais pas seulement là, je cligne l'œil à ceux qui ont familiarité avec les travaux de Jean-Pierre Dupuy, qui est absent, c'est donc la création d'un point de référence exogène, ou d'un point fixe exogène, qui est l'or. Cet événement a toutes les caractéristiques d'un phénomène mimétique, c'est-à-dire l'expulsion d'un double indifférencié, marchandise parmi marchandise, qui, pour des raisons qui sont tout simplement obscurcies par le signe victimaire de l'or, c'est-à-dire la rareté, sa durabilité et la difficulté à les contrefaire. Donc je disais que pour des raisons qui sont pas seulement le signe victimaire, et qui relèvent par contre, comme le montre encore parfaitement Orléans, du processus mimétique, eh bien l'or, ce double indifférencié, devient point de référence inconcussum, source et fondement de toute différence, surtout référence pour résoudre tout différent. C'est par contre un homme seul, presque, et non pas une collectivité, à jeter les bases du nouveau système structurel de différenciation, à créer la condition de possibilité de ce que, selon la vie éclairée encore de Jean-Pierre Dupuy par exemple, va ouvrir la modernité en prenant la place du sacré, l'économie des marchés. Eh bien, c'est John Locke, un président au Great Recoinage de la fin du XVIIe siècle, a créé les bases théoriques et politiques de la forme transcendantale de toute interaction sociale à venir. Le principe de l'opération conduite par les philosophes anglais est celui en fait de stabiliser, hors de tout doute possible, la relation entre unité de compte et équivalent métallique. Autrement dit, de substituer à la croyance mystique dans les mythes politiques de l'Empire, une fois évident que la royauté était désormais destinée à s'écrouler, en tant que ens absolutus, la nouvelle croyance, aussi mystique que celle précédente, dans le gold backing, comme l'a défini Paul Samuelson. Il est aussi évident que cette substitution a comme fonction le rôle de garantir l'acceptabilité de la monnaie. Les contextes de débat contre la faction Lowndes, qui parrainait une opération sur les taux d'intérêt, sont aussi clairs pendant le Great Recoinage, sont aussi clairs en cette direction. Pour Locke, il existe un taux naturel, comme il existe une valeur naturelle, les deux étant finalement déterminés par des lois naturelles. L'État, dont le degré était pourri, ne peut plus y mettre main au risque de briser la confiance des investisseurs.
C'est ça le problème de Locke. Le Royaume-Uni adoptera de facto le gold standard 20 ans après, le grand débat Locke-Landis, en 1717. Si cette histoire à peine esquissée est au moins vraisemblable, on pourrait en tirer une conclusion hardie. Ce qui arrive en 1971, c'est le retour d'une condition baroque. En soutenant cette analogie, je montrerai en quel sens je vois une marge de réconciliation entre Girard, Derrida et les postmodernes. En fait, on pourrait retrouver dans de nombreuses phénoménologies de l'expérience qu'on a dite postmoderne les caractéristiques fondamentales du baroque, au point que le sémiologue italien Omar Calabrese a parlé dans un livre important, au moins en Italie, d'époque néo-baroque. Une époque qui, selon ce que je viens de dire, et je crois selon les Girard du livre sur Shakespeare aussi, sont celles de la crise d'indifférenciation. Si on regarde par exemple aux travaux de Peter Sloterdijk en Allemagne ou de Roberto Esposito en Italie, on trouvera des analyses qui s'appuient sur la notion et sur la centralité de l'expérience, de la contagion. Si on se tourne au nouveau francfortais, comme par exemple Hartmut Rosa, ou pour rester en France à l'anthropologue Marc Auger, on trouvera des sociologies de l'accélération, qui marquent un space très élégamment lié à la constellation sémantique de la crise d'indifférenciation dans un essai dédié à Jean Giraudoux et parrainé par l'Association de recherche mimétique. Si on regarde la meilleure sociologie anglophone, on retrouvera chez Richard Sennett des analyses qui tournent autour de la notion de corruption. Toutes ces phénoménologies du postmoderne ou du surmoderne ou en cours de la modernité tardive ont en commun, je crois, la réflexion sur les conséquences de la corruptio modi, la corruption des modes. Étant modus en latin, un mot qui veut dire fin, limite. Et c'est pour cela que la dénomination postmoderne, à mon avis, est encore valable. Non seulement elles rendent compte d'une condition de crise tout à fait semblable aux crises esquissées par Girard, ces phénoménologies, mais leur marque est d'en rendre compte comme d'une expérience vécue de l'intérieur. Eh bien, c'est cela les points sur lesquels je me vais concentrer pour terminer mon intervention, en défendant finalement les raisons du postmoderne en tant que réflexion sur l'expérience vécue directement et à l'intérieur d'une crise d'indifférenciation. J'en tirerai finalement aussi une raison pour distinguer la condition baroque de celle postmoderne. Je voudrais montrer, en tenant compte de l'histoire et des raisons de l'étalon or que j'ai esquissé, que la théorie mimétique n'a pas forcément à rejeter les thèses même les plus audaces et hardies des philosophies du postmoderne, comme, pour prendre de zéro, la déconstruction, mais aussi la koiné herméneutique. Le différend entre Girard d'une part et Vattimo, ou bien Derrida et Vattimo de l'autre, peut en fait être ramené à ce point précis. Si contre la pensée faible, Girard croit avoir des raisons suffisantes pour affirmer une vérité absolue, intransigeante et péremptoire, et je cite, je vois Satan tomber comme l'éclair, envers la déconstruction, il est convaincu de pouvoir rétablir une confiance dans la référentialité des textes. J'expliquerai maintenant dans quel sens je vois ces deux arguments comme relevant du même problème. Et je vais terminer sur ça. Quand Gianni Vattimo refuse les raisons de la vérité, disons avec un grand V, et des faits pour soutenir les potentialités émancipatoires de l'interprétation, bref, quand il actualise les principes nietzschéens, il n'est pas en train de nier la possibilité de vérifier des faits, ni celle de partager des vérités factuelles, mais il veut trouver la façon de prévenir, dans le marasme ou miasme de la crise d'indifférenciation qui était son présent et qui est, à mon avis, le nôtre aujourd'hui, le risque qu'une accusation, donc une interprétation, soit vendue comme un fait. La méfiance de Vattimo envers la vérité doit être donc interprétée d'abord comme une contestation de toute version de fait qui puisse être vendue comme absolue. Il s'agit donc d'un principe de précaution contre les accusations. Il est aussi clair d'ailleurs que la vérité inconditionnée que Girard défend, donc la vérité de la victime, est en réalité d'abord une négation déterminée. L'innocence de la victime étant une contestation, une falsification de la version des persécuteurs. Comme je disais, la vérité dont le postmoderne doute est plutôt celle de l'accusation. En premier lieu, il s'agit de la réponse à la question mythique par excellence. Qui a fait ça? Qui est à blâmer? C'est-à-dire la question que Girard nous a appris à retrouver partout. Mais après, cela devient la vérité des principes transcendants sur lesquels on s'appuie pour décider. L'œuvre de Vattimo se comprend seulement si on comprend
qu'elle est conduite par une inspiration analogue au paradigme victimaire, cher aux girardiens, mais à mon avis même plus général, et qu'il résume avec la notion pauline de kenosis, qui veut dire dépouillement, anéantissement, affaiblissement. Autrement dit, négation de la projection sacrificielle, mais aussi, pour clignoter encore les yeux à depuis, abaissement de toute référence, de tout point de référence exogène, de tout point fixe exogène. La pensée fable, c'est comprendre donc comme une tentative de reconduire à l'immanence de la communauté tout principe de décision et de discrimination, mais aussi de distribution du commun. S'il est vrai que nomos veut ou voulait dire d'abord justement distribution. Or, la déconstruction, à mon avis, est conduite par la même inspiration. La si dite autoréférentialité, qui est peut-être un peu un fétiche de la déconstruction, n'est jamais une négation de la référence tout court, mais une tentative de réfléchir à l'intérieur de la trame de référence croisée que toute communauté humaine est. Comme dans le cas de la monnaie et de l'étalon or, il ne s'agit pas de nier la valeur tout court, mais de nier qu'elle puisse trouver dans l'or un garant absolu. Absolu dans le sens littéral du mot, c'est-à-dire détaché des autres individus. Quand Derrida se trouve à soutenir qu'il n'y a pas de hors-texte, à mon avis, il est donc en train de formuler une thèse sur la condition d'égarement dans laquelle l'autoréférentialité de la mimésis nous jette. Or, maintenant, non pas il y a 30, 27 ou 20 siècles. Le libre jeu de référence dont il parle décrit avec précision la condition de double indifférencié que nous sommes. Les philosophies du postmoderne acquièrent tout leur sens seulement si on les comprend comme des tentatives autoconscientes de réfléchir à l'intérieur d'une crise d'indifférenciation. Autrement dit, de refuser quelconque tentation de soutenir des différenciations en s'appuyant sur une référence qui se veuille absolue de l'accord des autres, qu'il s'agisse des traditions, de la volonté divine, de la vérité divine, du temps, de l'histoire ou même de la quantité d'or. En 1972, est cette année de clairvoyance où Girard comprend que derrière la victime, il n'y a rien sinon l'absurde jeu de l'autoréférentialité mimétique. Derrida comprend que derrière nos signifiants, il n'y a pas de signifié transcendantal, et Nixon, pour sa part, réalise que l'argent, bien la monnaie, dans la mesure où il est un signe, n'a pas besoin de détaillage d'une chose, l'or, mais de celui d'un émetteur, qui jouisse de la confiance ou reconnaissance ou en fait seulement convergence mimétique des autres agents en jeu. Girard est réussi dans une entreprise épistémologique à ma conscience absolument très rare, pour laquelle non seulement il est conscient de l'exigence philosophique de problématiser sa propre question, mais il est arrivé au point où les conditions des possibilités de sa propre question sont contenues et justifiées par sa propre réponse. Néanmoins, si pour formuler la théorie mimétique, dont les pouvoirs heuristiques et scientifiques sont franchement incommensurables, Girard a pris une position en surplombe, il me paraît qu'il a un regard non seulement au mythe, mais aussi à notre et son temps, en s'appuyant finalement sur une vérité transcendante. Derrida et Vattimo, donc les meilleures philosophies du postmoderne, qui n'ont pas trouvé une clé aussi puissante, ont par contre relevé le défi de regarder à leur temps en acceptant qu'on ne peut pas compter sur l'extériorité. C'est toutefois la théorie mimétique elle-même qui nous éclaircisse les raisons de ce choix. Toute référence externe, toute structure ou cycle culturel est finalement le produit différé de la projection arbitraire d'une convergence mimétique précédente, qu'on est pour cela même amené à refuser. D'ailleurs, pris dans la crise d'indifférenciation qui est la nôtre et qui est la conséquence de ce refus, compter sur une référence transcendante, exogène, c'est toujours le risque de participer à la constitution d'une autotranscendance, ce qui peut signifier participer à une victimisation, mais aussi à la création de tout type de mécanémata mimétiques. C'est selon cette intuition, qui est girardien aussi, que les postmodernes refusent toute extériorité. Et c'est le refus de le faire, et non pas l'incapacité à créer une autre extériorité, un autre modus, une autre différent, qui se constitue par rapport à la condition baroque qui en est l'analogue le plus proche, mais aussi par rapport à toute crise sacrificielle précédente, la marque de la condition postmoderne. Merci. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour exposer cet exposé si riche. Là, il est 3h20. On a un tout petit peu de... On a pris un peu de retard, mais comme on a un exposé de moins cet après-midi, puisque Jean-Pierre Dupuis, malade, après ce que m'a dit Benoît Chantre, n'a pas pu du tout venir des États-Unis, ce que nous regrettons bien sûr.
Donc on a quand même le temps de faire une discussion avant de prendre une pause. Donc est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole tout de suite? Voilà, monsieur Nakeda. Manuel, j'adore, n'est-ce pas, faire venir, n'est-ce pas, l'économie dans tout ce débat. Et non pas simplement à cause de Jean-Pierre Dupuis, mais parce que dans la crise la plus récente, on ne parlait que de contagion. Bon. Moi, j'ai une question. Si je me souviens bien, vous avez dit que, je sais, disons, que André Ollion se puise dans la pensée de René Girard. Ça, c'est clair. Mais en lisant L'Empire de la valeur, j'avais l'impression de lire une déconstruction d'Ariel. Je veux dire que ma question, c'est que j'ai l'impression qu'il renverse l'ordre. N'est-ce pas? L'économie classique, il y a la valeur. Et puis, il y a le monnaie qui la représente. Il dit le contraire. Ouais. Bon, alors j'ai bien compris. Donc, il y a une sorte. Enfin, la monnaie, c'est l'écriture, n'est-ce pas, qui est toujours secondarisée par rapport au logos père, origine, valeur, etc. Or, mais là, voilà pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi vous dites, ou bien, et je ne crois pas que c'est André Ollion qui le dit, que l'or est taché, voilà, qu'il y a des signes victimaires. Il me semble que l'or relève de l'empire de la valeur, de l'empire, d'ailleurs, qu'il emploie ce mot, enfin, qui est entaché de violence. L'or relève de l'empire de la valeur, de l'atome logosphère. Et c'est la monnaie qui est entachée dans sa secondarité, parce que ce n'est que des signes, qui est entaché de signes victimaires. Alors, bon, là, j'avais utilisé l'expression signe victimaire pour noter le fait que l'idée que l'or soit le porteur préférable de la valeur est justifiée par Locke d'abord et par tous les économistes par ce signe, non? Sa durabilité, sa rareté et sa difficulté à être contrefait. Donc là, j'ai utilisé le mot signe victimaire pour dire que ça, c'est un voile qui en fait ne permet pas de comprendre le vrai sens, le vrai rôle de l'or, qui est celui d'être le supplément. Et il est important parce que... Le supplément, c'est la monnaie. Voilà, mais la monnaie, et ça, comment dire, l'enjeu de mon paper était de noter qu'à la fin de la Renaissance, à la fin de l'Empire, à la fin de la chrétienté unie, en fait, la monnaie, qui a toujours été un signe, doit s'attacher à quelque chose de nouveau et trouve l'or. Parce qu'avant, la monnaie, même si elle était physiquement en or, sa valeur était en fait le résultat d'une délibération du prince. Donc, ce n'était pas l'or en soi qui tenait la valeur. Parce que c'était les princes qui décidaient chaque 25, 50 années, ça dépend, et qui en fait est une chose qui est vraie depuis Solon. L'or, même les monnaies en or, même la valeur des monnaies en or était décidée par quelqu'un. Quand ce quelqu'un, qui est un point fixe exogène, à mon avis, redevient endogène, parce qu'il perd sa exogénéité, alors on trouve une nouvelle extériorité qui est l'or. Donc supplément de supplément, pour ainsi dire. Voilà, ouais. Donc, nous avons des questions. Moi, je vais en poser une pendant que vous réfléchissez. Oui, à monsieur Antonelli, j'étais très intéressé par votre analyse, et comment elle était, que vous aviez énormément de facteurs simultanés, c'est-à-dire des facteurs historiques, des facteurs économiques, puis deux auteurs principaux, mais pas mal d'autres latéraux, donc ça rendait un peu. Donc je peux ne pas avoir compris tout ce que vous avez dit, et je voulais juste revenir un peu sur votre conclusion, c'est-à-dire, vous avez dit que ce qui caractérise les postmodernes, et puis c'est qu'on ne pouvait pas compter sur l'extériorité. Bon, c'est un peu le titre général de votre livre. Et alors, je voudrais avoir votre sentiment sur une éventuelle déclinaison politique de cette affaire. Parce que l'extériorité, vous voyez, en politique, c'est le vote. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'au fond, on compte les voix, on calcule justement, on a des comportements, c'est-à-dire des électeurs qui se déplacent, etc. Donc la démocratie, c'est le régime de l'extériorité. Alors qu'on pourrait l'opposer, enfin c'est une définition que je vous propose, alors qu'on pourrait opposer à cela un régime aristocratique, c'est-à-dire un régime non pas de la quantité mais le régime de la qualité, où les gens auraient une intériorité et ils diraient, selon leur intériorité subjective, ils
certaines choses. Mais donc, on aurait, et on a souvent parlé de cela, de l'incalculable et du qualitatif dans un régime aristocratique, et on aurait du calculable et de l'extérieur dans un régime démocratique. Alors vous voulez dire par là que les postmodernes, c'est une chose qui n'est pas impossible, ne seraient pas très démocratiques au fond d'eux-mêmes? Non, en fait, je dirais que je vais utiliser le mot extériorité dans un autre sens. Et j'ai retrouvé dans la définition de l'être humain d'Eric Gantz, l'explication de ce que j'entends. L'extériorité, c'est tout le voie qu'on prend pour trouver un danger qui n'est pas parmi les hommes. Extériorité est la communauté des hommes. Donc, ce n'est pas l'extériorité comportementale. Voilà. D'accord. C'est tout ce qu'on projette, tout ce que, sur le quoi on projette le problème. Je me rappelle, il y a une façon de décrire la crise économique qui est celle de, je me rappelle, il était un Américain qui avait dit cette phrase, il avait dit « We've been eaten by a truck », qui c'est vraiment la forme élémentaire du girardisme. Et c'est très intéressant parce qu'on était à l'école mimétique Summer School en Mimetic Theory en Hollande, où j'ai connu Benoît Chantre. Et ce mec qui était Ross, le mari de Susan Ross, Keith Ross, il a dit ça. Il a dit la crise économique, c'est on a été frappé par un camion, par un car. Et c'est vraiment ça l'extériorité. C'est quelque chose qui arrive d'ailleurs et sur lequel on peut projeter tous les problèmes qu'on a. Donc c'est peut-être une autre conception du mode d'extériorité. Une autre question éventuellement? Oui, monsieur? Le dernier Derrida, d'une certaine manière, on s'en souvient, donc il n'a pas connu la crise économique de 2008, mais il était assez engagé derrière le mouvement intermondialiste. Il faisait donc une critique quand même globale du marché à l'époque, et une de ses dernières conférences, intervention publique, quelques mois avant sa mort, c'était pour les 50 ans du monde diplomatique, il parlait, alors de manière assez polémique, quand même, une expression qui n'a pas été trop reprise, du poker menteur que serait le FMI, le CDI, la Banque mondiale, et donc globalement des instances internationales qui jouent un grand rôle dans les tentatives de régulation, mais aussi de développement de ce qu'on appelle le marché et son efficience ou son autonomie. Et ceci s'inscrit quand même dans les engagements effectivement issus d'un Derrida qui s'est révélé donc sur la scène du marxisme déclinant des années 90, donc avec son fameux spectre de Marx, donc une spectralité à l'intérieur même d'une théorie peut-être de la valeur, et notamment ce texte qu'il a écrit qui s'intitule, je crois, Le juste prix et le sans prix, et qui effectivement la relance aussi la question de la valeur, parce qu'évidemment le sans prix serait plus de cet ordre monétaire ou référentiel, mais je ne sais pas comment vous situez ce sans prix dans une logique de la valeur même peut-être sacrificielle, je ne sais pas, j'ai tapé le plan du texte que vous devez bien connaître sur la théorie de la monnaie proprement derridienne. Donc je dirais que, à mon avis, là c'est un peu peut-être naïf, pour ne dire, un peu trop courageux. Derrida n'avait pas, parce que c'est pas vraiment, évident, le fait que Derrida n'avait pas compris le fait que l'idée de valeur marchande qui est stable, d'une certaine façon, est une idée toute moderne, qui vient du fait qu'on a l'or et qu'on a, on a enlevé à tout homme le pouvoir de dire, bon, cette monnaie vaut ça ou ça. Avant ce moment, qui est le Great Recoinage de John Locke, et qui est en fait, puis, la création du gold standard, qui est, la grande époque du gold standard est la fin du 19e siècle, mais ça commence à marcher vers la fin du 17e, pardon. Avant ça, la valeur a tout autre sens, parce qu'elle peut être en fait changée tout le temps. Et donc je crois qu'en fait, pour redéfinir un discours sur la valeur, il faut un peu tenir compte de ce grand passage dans la modernité, qui est très, très important, parce qu'avant ce moment, il était très difficile d'avoir... je dirais que l'idée de valeur était très différente. Bon, je me contenterai de dire ça. Et... Oui, monsieur, là-bas, une question. Il y en avait d'autres? Prenez votre temps. C'est un peu étrange.
Girard, il y a un paradoxe qui corrèle le fait que au moins il y a de méconnaissance sur les mécanismes qui font la violence, en quelque sorte, et plus il y a un risque accru de violence. Et donc, en fait, le fait que les postmodernes soient dans un mouvement de négation de l'extériorité, ça peut paradoxalement amener un plus de violence. Donc ça, c'est ça qui est paradoxal dans cette pensée qui nierait l'extériorité. C'est-à-dire que finalement, le fait de se dégager de toute extériorité, paradoxalement, ça devrait nous rendre tous responsables. Et en même temps, ça pourrait aussi amener un plus de violence. Parce que c'est pas forcément le fait de ne plus avoir d'adresse extérieure qui ferait que les hommes pourraient se réconcilier. Donc je trouve que là, il y a un paradoxe qui fait qu'on... Je pense que chez Girard, il y a un moment où on se rapproche de plus en plus d'une sorte de révélation des mécanismes, mais si cette révélation est imparfaite, ça peut être un moment de plus de violence. Et il me semble que chez Vattimo, que je connais mieux, il me semble qu'il y a un peu des fois ce débat entre Girard et lui sur cette question-là. C'est-à-dire qu'au fond, il peut y avoir un moment où on se rapproche... La pensée postmoderne peut être très violente, en fait. C'est ça que je veux dire. Bon, oui, ça... Comment dire, oui, c'est Girard, absolument, oui, c'est un problème de Girard. Non, de Girard, disons, c'est un problème très clair à Girard, qui est très clair dans la théorie. Mais dans notre cas, je crois que c'est plutôt Dupuy qui a très bien réfléchi sur ce thème, et qui, en fait, il dit très clairement que, comment dire, les marchés est la nouvelle autotranscendance, la nouvelle extériorité qui nous domine, mais pas... Signifiant authentiquement transcendantal et un signifiant qui semble transcendantal mais qui ne l'est pas en réalité. Oui, je suis d'accord. Et là, là c'est le problème avec les postmodernes, qui nient cette différence. Évidemment, comment dire, la conséquence est très préoccupante, mais ça ne doit pas être une raison pour changer la théorie, non? Refuser cette extériorité, bon, c'est très préoccupant, oui, parce que ça peut amener des énormes problèmes qui sont en fait les problèmes qu'on a maintenant. Et oui, c'est problématique. Mais je dirais que l'idée de refuser l'extériorité, c'est penser à l'intérieur de ce problème. Ne pas trouver une référence absolue à laquelle nous attacher. Non? Parce que si on pense comme ça, on ne va pas sortir du problème, qui c'est ne pas avoir cette extériorité. Bon, ça, c'est un peu l'ouverture que je laissais dans mon paper. J'ai une question de M. Skubla, mais avant de lui donner la parole, je vais juste demander à voisin de droite si tu verrais un pont avec ce que tu dis toi-même, parce qu'au fond, tu n'as pas arrêté de parler en termes d'extériorité et d'intériorité par rapport aux refontes de l'être, etc. Est-ce que tu as une traduction métaphysique de cette question, ou par rapport à ce que tu connais de Derrida et de Lévinas, ou est-ce que tu as l'impression qu'on est dans des registres finalement tout à fait étanches dans les autres? Non, c'est vrai que là, en entendant dire, bon, les postmodernes sont caractérisés par une pensée de l'absence de l'extériorité, je vois bien à quoi ça fait référence, et qu'on peut effectivement décliner aussi bien sur Lyotard que sur Derrida, sur certains aspects de la pensée de Derrida, si on dit qu'au fond il n'y a pas de référent, s'il n'y a pas de référent originaire, il n'y a pas la trace ne renvoie qu'elle-même, il n'y a pas d'extériorité radicale. En même temps, ça me semble quand même pas tenir peut-être précisément ce qui est en jeu dans ce type de pensée. Et je réfléchissais à tout ça et je me disais effectivement, si on tient, je pense qu'on peut le tenir, qu'il y a quand même un rapport très fort entre Derrida et Derrida dès l'origine, si je puis dire. C'est-à-dire dès les premiers textes, dès l'écriture et la différence. Sa pensée de la trace est explicitement marquée par celle de Lévinas d'emblée, autant que Nietzsche compte Lévinas. Et il se rapporte à ces textes-là. Et si on se souvient que Lévinas, son premier œuvre, c'est Totalité infinie, essai sur l'extériorité, il
voilà, il me semble que c'est compliqué cette question d'extériorité, qu'on pourrait peut-être pas boucler l'affaire aussi facilement. Voilà, maintenant je crois que ça prendrait trop de temps de déployer, mais Derrida est bien celui qui va critiquer Lévinas pour une pensée dans Violence et métaphysique, en disant oui, il y a un rapport trop simple à l'idée d'une extériorité, il y a un rapport trop simple à l'idée qu'il y a une extériorité, donc là on a bien ce mouvement de complication, mais en même temps, internalisé dans sa propre pensée, je ne pense pas que ce soit la description d'une pensée, que ce soit la description d'un horizon autoréférentiel sans extériorité, pas du tout. Et je ne suis pas sûr que jamais dans les dites pensées postmodernes, ce soit le cas, en fait. Hein. Mais bon, ça demanderait en fait beaucoup plus, je pense, de temps qu'on en a maintenant. Je te recommande encore beaucoup. Une dernière question. Oui, c'était ma question. C'était justement une remarque sur cette question, intériorité, extériorité. Point fixe endogène et point fixe exogène, pour parler comme Jean-Pierre Dupuis qui n'est pas là. Je pensais surtout au premier exposé. Vous avez fait votre comparaison essentiellement sur Lévinas et Girard, et en prenant pour Girard le texte que je considère pas comme le plus important, c'est-à-dire la violence et le sacré. Et c'est vrai que dans la violence et le sacré, il n'y a que des points fixes endogènes, c'est-à-dire que des phénomènes, pour parler autrement, d'autotranscendance, pour reprendre les concepts de Jean-Pierre Dupuis. Le roi sacré, effectivement, il paraît extérieur, il paraît transcendant, mais en fait, c'est la création du processus victimaire. En revanche, il me semble que, et c'est là le point de désaccord que je voulais exprimer avec vous, quand vous avez fait la comparaison avec Lévinas, vous l'avez dit en citant une phrase de Girard pour l'opposer justement à Lévinas, que Girard reste dans le domaine de la continuité, il n'y a pas de discontinuité, c'est-à-dire justement, rester dans le domaine de la continuité, c'est-à-dire rester dans le domaine des points fixes endogènes. Or, il me semble que le Christ, précisément, dans la théorie girardienne, telle que j'ai toujours compris, c'est un point fixe exogène. Ou alors sinon, je ne comprends pas ce que veut dire, pour Girard, être chrétien, faire une apologie de la religion chrétienne. Justement, puisqu'on parlait ce matin de la comparaison avec Hegel, effectivement, Hegel ramène déjà, avant Marx, le siècle sur la Terre, ou avant Feuerbach, mais Girard, au contraire, il me semble qu'il soutient à tort ou à raison. La question de ne pas savoir s'il a raison ou tort, mais il me semble qu'on ne peut pas ne pas reconnaître que le troisième Girard, c'est celui du troisième livre, Les choses cachées, réintroduit un point fixe exogène. Ça me paraît très important parce que il me semble que déjà dans le premier livre de Girard, et j'ai été un petit peu frappé ce matin que, comme je ne sais plus qui en a parlé, mais comme on le fait toujours quand on a l'ensemble de la théorie mimétique en vue, on relit le premier livre à partir des ouvrages ultérieurs, c'est-à-dire ce qui dit du mimétisme. Mais dans le premier livre, ce qui est important, c'est l'opposition entre la médiation interne et la médiation externe. Le médiateur interne, c'est précisément un médiateur transcendant, qui ne peut pas devenir un rival, comme Amadis de Gaulle pour Don Quichotte. Alors, c'est vrai que chez Girard, et surtout dans le développement, c'est pas net dans le premier livre, mais dans les livres, enfin, il y a ici. Déjà dans le premier livre, il y a l'idée qu'il y a des idoles, c'est-à-dire des médiateurs qui nous paraissent transcendants, externes, mais qui en fait sont des constructions du désir humain. Et il y a aussi des dieux qui l'opposent aux idoles. Et justement, il cite, il met en exergue une formule de Scheller. Moi, je lui ai toujours reproché d'ignorer quelque chose de très important dans l'histoire humaine, quand on l'examine, comme je fais moi, en tant qu'anthropologue positiviste. C'est le fait que, pour prendre la formule, puisqu'il y a beaucoup de philosophes ici, de Descartes, que nous avons, il ne faut pas oublier que nous avons été enfants avant que d'être hommes, et être enfant avant que d'être homme, c'est avoir affaire à l'Église adulte, qui, pour les enfants, sont des médiateurs externes.
C'est vrai que lorsque l'enfant grandit, ensuite, les adultes peuvent devenir des rivaux, ils peuvent revenir au même niveau. Mais il me semble que le dernier Girard réintroduit une forme d'extériorité, en ce sens que Dieu le Père, pour reprendre justement, si je parle du Père comme premier médiateur externe, Dieu le Père apparaît transcendant pour l'enfant, mais oui, on pourrait dire d'une transcendance qui n'est pas véritable, au moins qui n'est pas durable. Il peut devenir un égal et un rival. Le Père des cieux, s'il existe, lui, est véritablement transcendant. De même, dans les sociétés, le roi sacré, hein, le roi futil sacré, est un point fixe endogène. Il ne jouit que d'une autotranscendance, mais le Christ roi, pour reprendre les termes de la théologie chrétienne traditionnelle, lui, il est absolument transcendant. Donc il me semble que là, il y a bien chez Girard une réelle extériorité, qu'on peut refuser évidemment, hein, mais il me semble qu'on ne peut pas passer sous silence cet aspect de sa pensée. Voilà ce que je voulais, le point sur lequel je voulais insister. Bon, vous répondez finalement, et puis après on fera le micro là. Merci. Non, mais je ne vais pas répondre parce que je vais surtout vous remercier parce que votre intervention est tout à fait intéressante. Alors c'est vrai qu'en plus, ma connaissance, effectivement, je me suis essentiellement fondé sur La violence et le sacré, qui est le texte que je connais le mieux. Et bon, alors la question est de savoir jusqu'à quel point, effectivement, que Girard présente le Christ comme ce point fixe exogène, qui est là un rapport à l'extériorité, que dans sa pensée même, effectivement, bon, alors là, oui, c'est peut-être, et alors en même temps, mais alors je m'appuie sur des choses qui sont très fragmentaires dans le dialogue avec Benoît Chantre, très clairement, parce que ça m'avait frappé, il insiste presque à rebours sur le fait qu'il n'y a pas de discontinuité et sur le fait que c'est, dit-il, une mue interne au mimétisme. Alors d'où cette idée que je pense que ce qui est en jeu, si je le décris conceptuellement, c'est effectivement produire... Alors, est-ce que ça marche ou pas? Mais c'est produire l'extériorité comme telle, mais depuis un mouvement qui semble encore s'originer depuis une forme d'intériorité ou de l'endogène, hein, pour dire comme ça. Est-ce que je me trompe? Bon, est-ce qu'il y a, alors j'ai trop peu, je connais trop mal, il faudrait reprendre, que moi je prenne les textes et que je les lise. Là, par rapport à Girard, hein, est-ce qu'il n'y a pas en fait une tension là, hein, entre deux exigences? Comment poser l'extériorité comme telle, la tenir comme telle, et en même temps se donner les moyens de la produire depuis l'intérieur. Et jusqu'à un certain point, et là pour parler de manière extrêmement caricaturale, est-ce que ça ne rejoue pas un petit peu du différent entre judaïsme et christianisme? Tout simplement, je veux dire par là que le Christ, effectivement, même produit comme extériorité, c'est Dieu fait homme, et sera du point de vue d'une extériorité radicale, un petit peu trop d'ici quand même, hein, un peu trop immanent. Et que du point de vue lévinassien, même si c'est un point exogène, voilà, c'est pas la radicalité de l'absolument exogène. Et c'est peut-être, alors bon, voilà, mais ensuite il faudrait reprendre les textes et tout, mais en tous les cas, je vous remercie beaucoup parce que c'est tout à fait passionnant. Merci beaucoup.